Alors bonjour, bienvenue de nouveau hebdomadairement à ce rendez-vous d'émission, de formation, d'échange sur les expériences. Et puis aujourd'hui, on est gâtés, on est vraiment très gâtés. Mesdames et messieurs, c'est Françoise David. Ça vous rappelle quelqu'un, je suppose, hein? Bon. Eh ben, elle vit toujours. Elle est comme moi, hein. Bon, bonjour Françoise. Bonjour. Bon, alors, elle vient de faire paraître un bouquin que j'ai dévoré absolument, que j'ai colorié, que j'ai rayé, que j'ai bon, qui s'appelle Du cœur au combat, Françoise David en 5 temps. Alors, c'est évidemment les 5 périodes de sa vie, euh, très, très, très occupée et très rayonnante. Euh, je vais revenir d'abord sur quelque chose qui m'a frappé, mais qui était déjà dans la présentation, donc j'étais prévenu. Euh, du cœur, hein, du cœur. Il y a quelque chose, les émotions, c'est pas quelque chose que on voit, on n'imagine pas, mais après avoir lu ça, que tu vas pleurer dans un coin d'émotions, puis tu reviens après, tu te repomponnes, puis tu repars. Non, non, les émotions font partie du combat. Oui, mais en fait, comment dirais-je, moi je pense qu'on ne peut pas, sur une longue période, mener des combats, gagner des luttes et en perdre aussi, hein, parce que c'est ça Oui. l'histoire de ma vie, mais c'est ça l'histoire de la vie de tous les militants, de toutes les militantes. On ne peut pas faire ça si on n'y met pas du cœur. Les militants ou les militantes que j'ai toujours connus, les meilleurs étaient et sont encore des personnes qui militent, pas seulement parce qu'intellectuellement, il y a des bonnes raisons de s'objecter à ceci, cela, ou de proposer ceci, cela. Il faut qu'il y ait du cœur, il faut, je dirais, qu'il y ait de l'amour, j'ose dire le mot, euh, pour les gens. Premièrement, les gens avec qui on se bat, parce qu'on n'est pas seul dans ces combats-là, ça ne sert à rien de mener des combats tout seul, on est à peu près sûr de perdre. Mais je pense qu'il faut aimer les gens en général. On a le droit d'en haïr une couple, là. Oui. Je nommerai Oui. personne, mais si on n'est pas habité par un certain amour de nos concitoyennes et concitoyens, mais ma grande foi, pourquoi on se démènerait? Puis ça, c'est sans compter, évidemment, là, ben, je vais aussi trahir mon âge, mais on a des enfants, puis on a des petits-enfants. Mhm. Et pour moi, l'amour de mon fils, l'amour de ma petite fille et puis des petits-enfants de mon chum, c'est un puissant moteur. Il y a des combats qu'on ne gagnera peut-être pas tout de suite, mais qu'on a l'obligation de faire en pensant à ceux et celles qui nous suivent et qui veulent vivre dans un monde habitable, un monde où on peut respirer. Donc, oui, l'amour, vraiment, le cœur. En voyant ça à travers le bouquin, je me disais, bon, je ne sais pas comment te le dire, mais tu vas sûrement me rectifier, c'est très féminin. J'en suis heureux, mais j'ai jamais entendu, ou très rarement entendu, des orateurs, des gars, même les plus engagés, euh, partager comme ça leur émotion, c'est assez rare. Oui, c'est exact. C'est exact. Là, il faudrait que j'y réfléchisse comme il faut pour essayer de me demander, OK, est-ce que moi j'en ai connu? En fait, il y a des militants avec qui des militants hommes, fait que je vais le dire au masculin, là, avec qui j'ai quand même partagé beaucoup là, pendant des années, des années. Et puis, moi, j'ai pu les ressentir, leurs émotions. Je savais qu'ils en avaient. Je savais que ce sont toujours des hommes de cœur. Mais c'est vrai que je pense que ça, c'est un peu dans ce qu'on peut appeler la culture, cette culture qui date de si longtemps, où un homme, bon, va, oui, sans doute montrer, bien sûr, beaucoup plus aujourd'hui ses émotions avec ses enfants et ses petits-enfants, par exemple, que c'était peut-être le cas il y a quelques dizaines d'années. Mais publiquement, c'est plus fréquent que ça ne l'était, mais on dirait que ça leur demande encore un petit effort. C'est ça. Alors que personne ne s'étonne jamais de voir des femmes manifester des émotions. Mais
il y a quand même des choses qui changent de ce côté-là, je les vois. Et puis, il y a des pièges aussi dans tout ça. Moi, là, maintenant, moi, je ne fais plus de politique de façon partisane, active. Je ne suis plus dans l'univers de la politique politicienne. Et je sens qu'on me pardonne beaucoup de choses. On m'aime bien tel que je suis. Je n'ai plus à défendre un rôle. Euh, c'est très difficile à expliquer, mais quand on est à l'Assemblée nationale, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, mais c'est bien plus dur pour les femmes, on sent qu'il y a un rôle à jouer, la place des émotions, pas trop trop, là. Mais ça aussi, ça change tout doucement, pas assez, Ah, ah. pas assez, pas encore assez. Catherine Dorion n'a pas tort de dire Eh, que c'est un milieu j'a- très strict. j'allais te parler de Catherine Dorion parce que elle va quitter l'Assemblée nationale. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Il paraît qu'elle va être peut-être reprise par la ville de Québec elle-même. C'est en tout cas ce qu'on m'a dit, des gens qui sont proches d'elle. Euh, mais on voit que justement, on va quand même en parler un peu. La bulle politicienne, c'est pas. Est-ce que le bilan est agréable? Oui, oui, oui. Personnellement, puis je pense que je le dis dans le livre, j'ai quand même vécu de bons moments à l'Assemblée nationale. Euh, j'ai réussi à parler avec toutes sortes de gens, des adversaires, des alliés et des adversaires. Il y a vraiment des gens bien à l'Assemblée nationale et il y en a dans tous les partis. On le découvre petit à petit. Et ce n'est pas toujours les plus tonitruants en passant qui sont les plus sympathiques. Je dirais même que c'est un peu le contraire. Donc, je m'y suis fait des amis. Il y a des gens que je reverrai, là, avec la pandémie, on ne voit plus personne, mais il y a des gens que je reverrai avec plaisir. Donc, oui, il y a du plaisir à être là. Il y a des défis intéressants. J'ai appris, par exemple, ce que je ne suis pas du tout en train de faire là en ce moment, mais j'ai appris à synthétiser ma pensée en 2 minutes parce que c'est le temps qu'on a pour poser 3 questions C'est au ça. Salon Bleu. Il y a beaucoup de contraintes, hein, c'est ça. Oui, il y a énormément de contraintes. Il y a tout un rituel, il y a un vocabulaire, celui qui est permis puis celui qui est interdit. Bon, tout n'est pas stupide là-dedans. Je pense qu'il y a un effort pour amener les gens à avoir des débats, disons, civilisés. Est-ce que c'est toujours le cas? Non. Mais à un moment donné, c'est trop aussi. Il y a comme trop de règles. Ça devient un peu ridicule. Et je comprends Catherine, qui est une grande poète. Ça, je le dis parce que j'ai lu Oui, des oui, livres, oui. là. C'est une grande artiste. Je la comprends de ne plus avoir envie de jouer dans ce jeu-là, elle. Mais ce qui m'a frappé, j'ai tout écouté son discours lorsqu'elle annonce qu'elle quitte. Elle invite les hommes et les femmes qui en ont envie à y aller à l'Assemblée nationale parce qu'elle dit, il y a là un lieu où il se prend quand même des décisions Ben oui. importantes et moi j'ai envie qu'on y trouve plein d'alliés. C'est exactement la raison d'ailleurs qui m'y a amené moi là, il y a longtemps. Elle répète la même chose. Dans le fond, c'est comme si elle nous disait, non, moi, là, ça m'en demande trop, c'est trop pour moi. Mais vous, allez-y, Oui, oui, c'est ça. c'est correct. Mais en même temps, je cherche la citation, je vais la trouver, parce qu'elle est de toi. Tu dis, au fond, la politique, c'est ça, être proche des gens, les Oui, respecter, chercher à les comprendre et à les appuyer quand ils ne vont pas bien. Euh, et oui, les gens, les, ça, c'est les ce que gens j'aime. ordinaires sont pas tellement là au Parlement, hein. Non, mais c'est parce qu'on oublie souvent que d'être député, c'est oui, bien sûr, faire son travail à l'Assemblée nationale. Et puis moi, j'ai répété pendant les 4 ans et demi que j'ai été député que ça, c'est 3 fois semaine, 45 minutes chaque fois. C'est tout. Mais c'est ce qu'on voit à la Oui, télé. oui. À l'Assemblée nationale, le travail le plus important, il est beaucoup plus invisible. Il se fait dans des commissions parlementaires où l'on se retrouve des députés de différents partis à débattre de projets de loi. C'est un travail long, rigoureux, parfois fastidieux et que j'ai beaucoup aimé. Et quand le ou la ministre est quelqu'un de parlable, ça existe,
eh bien, cette personne va accepter qu'on apporte un amendement, qu'on dise, il me semble qu'on devrait formuler la chose autrement. Il y a moyen, et je l'ai vécu à certains moments, de faire vraiment un travail transpartisan. Mais il y a tout l'autre côté du travail de député que j'ai vraiment adoré, c'est ce que je faisais dans ma Ah, oui. circonscription. Bon, moi, j'habite le comté de Gouin, qui était mon comté. Ça, c'est Rosemont, la petite patrie. Donc, pour les gens qui connaissent Montréal, à peu près là, de la rue Saint-Laurent, disons, jusqu'à la 6e avenue, ça s'est passé Iberville à l'est. Au sud, la rue Masson. Au nord, la rue Jean-Talon. C'est mon quartier, c'est là que j'habite depuis 40 ans. Et c'est là que j'ai choisi de me présenter. La troisième fois, j'ai enfin été élu. Ce quartier-là, à la fin, je le connaissais par cœur. Et oui, on en a aidé des gens, pas seulement moi, toute mon équipe aussi, parce qu'on est une équipe dans un comté. Les premiers 18 mois, 400 personnes sont venues nous voir, Hmm. les unes après les autres, nous demander de l'aide parce qu'elles vivaient toutes sortes de problèmes avec des ministères, avec Hydro-Québec, des gens qui se faisaient couper l'électricité. Mais oui, c'est vrai. C'est là que tu réalises qu'il y a des gens qui sont peu alphabétisés, qui ne comprennent pas les documents qu'ils reçoivent. Non, ils n'ont pas payé, mais ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de payer telle chose. Alors, nous, on servait d'intermédiaire entre l'humble citoyen-citoyenne qui se demandait pourquoi le ciel lui était tombé sur la tête et ces grands organismes gouvernementaux où on avait finalement réussi à établir des contacts et on réglait à peu près 80-85% des Oui, c'est situations. Ça sert à ça, un bureau de comté. Alors ça paraît pas. C'est pas dans les oui. journaux. Sauf que moi, je savais qu'on faisait ce travail-là et j'aimais ça beaucoup, puis c'est beaucoup grâce à mon équipe. Puis aussi, ben, il y avait tous les organismes avec toutes sortes de besoins, là, les organismes communautaires qui venaient nous voir les uns après les autres. Puis là, on soutenait leurs combats, puis on les aidait dans leurs projets, tout ça. C'était une partie de mon travail que j'aimais vraiment beaucoup et qui correspondait, dans le fond, à la formation que j'ai eue quand j'étais beaucoup plus jeune. Moi, j'ai étudié en service Ben oui, c'est social, ça. mais en option Mhm, communautaire. mhm. Alors, j'avais l'impression de retrouver mes racines. J'adorais ça. Bon, on va terminer la première partie, mais je vais rester sur l'émotion aussi. Je lisais, et ça m'a soulagé beaucoup, je lisais La colère est une vertu. J'ai senti ça, le papier bougeait, se chauffait au fur et à mesure que je lisais le livre, donc il est bien fait. Euh, mais la colère, une vertu, ça c'est... Est-ce que Françoise David se met en colère? Ben Ah oui, oui. presque, presque tous les soirs en écoutant le téléjournal. Bon, donc c'est une colère qui ne dure pas trop longtemps parce que euh, je ne suis pas une personne capable d'être en colère du matin au soir, 7 jours par semaine. D'ailleurs, qui est capable? En fait, Oui. je pense que les gens qui sont en colère à plein temps, c'est des gens qui ne vont pas bien, là. C'est pas possible. Mais une bonne colère, là, un sentiment d'indignation profonde devant l'injustice, devant une politique qui vient d'être adoptée et qui est à l'envers du bon sens, genre faire développer des puits de pétrole en pleine mer au large de Terre-Neuve, alors que le GIEC, ce grand organisme international qui nous donne des signaux d'alerte sur le climat, dit qu'il faut arrêter complètement de développer le pétrole. Ben oui, ça me met en colère. Bon, une fois que j'ai exprimé ma colère, généralement avec et devant mon chum, qui est habitué depuis 35 ans. Là, après, la question que je me pose, c'est on fait Ouais. quoi? Tu sais, ça ne sert à rien de juste rester en colère dans les réseaux sociaux ou devant notre télé ou devant Oui, Zoom ou devant tout oui, ce qu'on oui. voudra. À un moment donné, il faut, ben, en tout cas pour moi, là, la manière dont j'essaie de conserver une bonne santé mentale, ben, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis parfois, je ne peux pas faire grand-chose parce qu'il y a plein de décisions qui nous dépassent complètement. Mais je peux au moins signer une pétition peut-être. Ou je peux donner un petit peu de sous à un organisme communautaire qui en a vraiment besoin. Ou, je ne sais pas, moi, Amnesty International régulièrement nous demande de signer une lettre d'appui parce qu'il y a vraiment certains gros problèmes. Tu sais, ça prend même pas 5 minutes de faire ça.
on peut poser des gestes. Et puis, ben, je m'implique aussi davantage là, dans certains mouvements, comme le mouvement Démocratie Nouvelle, qui se bat pour changer le mode de scrutin au Québec. Bon, ça fait 3 ans et demi que j'en suis la vice-présidente. Alors, on peut, chacun et chacune à notre façon, trouver le geste, les gestes, petits ou gros, qui vont nous permettre de transformer notre colère en action. Mais c'est normal d'être en colère parce que, franchement, est-ce que je suis en colère contre le gouvernement russe et Vladimir Poutine? Oui, terriblement, mais je pense qu'il faut être en Oui. colère contre ces Mais gens-là. je vais poser une question plus large. On est d'autant plus en colère que c'est un militant écologiste qui a laissé passer cette décision au fédéral. Alors, autrement dit, on appelait ça autrefois, je ne sais pas si tu as lu ce bouquin qui date des années 20, je pense, qui s'appelait La trahison des clercs. Il y a quelque chose qui nuit même à nos gestes pratiques, à notre militance. On dit après tout, après moi le déluge, hein, c'est ça le problème là. Mais, tout le débat, puisqu'on parle de Stephen Oui. Guilbeault, c'est est-ce qu'il valait vraiment la peine que les citoyennes et citoyens du plateau Mont-Royal, dans le fond, là, de ce comté-là qui s'appelle Laurier-Sainte-Marie, l'envoient siéger à l'intérieur du gouvernement de M. Trudeau, espérant qu'il allait réussir à modifier la trajectoire. Alors, il continue d'y avoir des gens qui disent, ben, s'il n'était pas là, ça serait bien pire. Et puis, il y a d'autres personnes qui disent, ça ne sert absolument à rien qu'il soit là. Moi, je suis quelque part entre les deux. Moi, dans cette élection, dans les 2 dernières élections fédérales, moi, j'ai appuyé la candidate du NPD qui s'appelle Nima Machouf, que je connais bien, et j'espérais qu'elle soit élue. C'est correct, les gens, ils ont fait un autre choix. Mais si ça continue, j'ai l'impression que les citoyens et citoyennes de ce quartier-là, ils vont commencer à être tannés un petit peu. Mais vous savez, le pire, c'est que Stephen Guilbeault essaie probablement de se battre à Oui, oui, l'interne. oui, oui. Je lui fais assez confiance. Ben oui, je pense que oui. Mais, mais d'aller dire que c'est pas... Moi, je me serais attendu à ce que ça soit Justin Trudeau qui fasse cette annonce-là et pas le ministre de l'Environnement. En tout cas, parce que là, le problème, c'est que lui, il est comme obligé un peu de justifier la décision. Alors, il nous dit, oui, mais c'est quand même bien moins pire ça que les sables bitumineux. Peut-être, mais il faut quand même pas le faire. C'est fini, là, le pétrole, là, il faut arrêter, tu sais, puis petit à petit, évidemment, s'organiser pour avoir d'autres sources d'énergie. Donc, ça, c'est un grand débat. J'ai ce débat-là avec certains et certaines de mes amis qui ont appuyé Stephen Guilbeault, puis qui, là, sont un peu déprimés. Alors, c'est ça, c'est un débat. Alors, ben, merci Françoise. On va faire une deuxième émission qui va passer la semaine suivante, mais plus sur les affaires de la QDR, de la défense des droits des hommes et des femmes âgés. Merci en tout cas pour ce survol qui nous a permis de te revoir bien en vie et aux îles de la Madeleine, chanceuse. Oui. Ah, ben, je suis en manteau d'hiver, Ah puis ben, ils vendent fort, par je exemple. comprends. Alors ne t'envole pas et on se Non. retrouve tantôt. Merci beaucoup.